Bonjour à tous, bienvenue pour cette plénière qui va donc aborder la question de l'idée de favoriser un esprit de recherche dans tous les lieux de soins et de l'accompagnement. Donc on commence pile à l'heure parce que nous avons donc 5 intervenants qu'on est ravis d'accueillir et que je vais présenter. Donc l'objet de cette plénière est bien d'essayer de réellement parler de recherche participative, donc discuter autour d'un esprit de recherche qui puisse infuser dans tous les lieux de soins et de l'accompagnement, et que les inventions et les expérimentations menées le plus souvent avec beaucoup d'humilité, notamment par les soignants ou les aidants, etc., puissent être reconnues à leur juste valeur. Donc, on va avoir tout un temps de réflexion autour d'une réflexion sur l'infrastructure de la recherche participative, le terme qui inclut cela, et avec l'idée de faire infuser un esprit de recherche dans tous ces lieux, en associant les personnes, donc les soignants et les personnes malades et leurs familles. Donc on est vraiment très heureux d'accueillir nos 5 intervenants que je vais présenter par ordre de leur intervention. Donc Mathieu de Stampa, qui est praticien hospitalier en gériatrie au centre gérontologique départemental de Marseille, qui travaille en HAD, mais qui a tout un parcours, notamment une longue expérience de déploiement de projets de recherche, notamment dans la mise en place de Maya avec des projets de recherche, aussi à l'HAD, pendant 10 ans à l'HAD de la PHP, et donc actuellement sur Marseille, où il nous proposera donc une réflexion sur ce travail de recherche qui implique, et donc notamment, si je me souviens bien, de vraiment travailler la question des centres experts douleur, et que ça puisse descendre et que ça puisse être vraiment intéressant pour les patients, les familles, etc. Ensuite, nous aurons l'intervention d'Alex Chanteclerc, qui est médecin gériatre en soins palliatifs, praticien hospitalier au pôle de gérontologie du CHU de Bordeaux, qui est doctorant à l'équipe SAMPSI de l'Université de Bordeaux, qui est en même temps médecin gériatre, mais aussi qui est spécialisé en soins palliatifs, puisqu'il a travaillé dans notre équipe sur le CHU. On est très heureuse que tu sois là, Alex. Et donc, il va proposer une réflexion sur des outils de qualité de vie. Donc, il a accompagné des jeunes internes sur des travaux de recherche de thèse d'exercice. Et donc, il a à cœur de pouvoir développer auprès, en faisant participer les soignants, à utiliser une échelle de qualité de vie, donc il va vous en parler, auprès des personnes fragiles. Éric Dumas, donc médecin-chef Verger des Ballans, centre de soins en psychogériatrie, président de la Société de gérontologie de Bordeaux et du Sud-Ouest, mais qui est également vice-président des centres de mémoire, et donc qui va également proposer donc une expérience de recherche dans ces centres. En 4, nous entendrons donc le professeur Hélène Amieva, qui est professeure des universités en psychogérontologie, docteur en neurosciences. Elle est directrice de l'équipe INSERM active au Bordeaux Population Health Center, à l'université de Bordeaux, et donc elle nous parlera de la difficile acculturation de la recherche par les professionnels dans les lieux de soins. C'est pour elle un objet de recherche pour qu'ils puissent vraiment pratiquer cette recherche sans se sentir jugés. Donc elle forme dans ce sens les professionnels, on la laissera déployer cela. Et enfin Marie-Gaëlle Marie-Bailleul, pardon, qui est médecin coordonnateur et référent du village landais Alzheimer, Henri Emmanueli, gériatre, praticien hospitalier au CH de Dax, et qui nous fera part de la recherche qu'elle pratique dans le cadre de ce village qui est paradigmatique de ce qu'on souhaiterait peut-être pour nos aînés. Voilà, c'est un très beau projet. Donc je vais laisser la parole à Mathieu Stampa. Je ne sais pas si vous voulez rester ici ou aller au pupitre, comme vous voulez. Oui, alors voilà. Donc bonjour à tous, donc merci pour cette invitation.
Donc moi, je suis gériatre dans un hôpital de jour gériatrique donc sur Marseille. Et puis j'ai une petite activité donc de recherche parce que j'ai une thèse de sciences, une HDR, et je dépends donc d'un laboratoire donc INSERM. Alors par rapport donc à la thématique sur l'esprit, comment favoriser l'esprit de recherche, finalement, je vais revenir un peu sur 3 retours d'expérience sur les 20 dernières années. Ça veut pas dire donc j'ai 3 retours d'expérience où on a pu essayer de favoriser peut-être pas complètement, mais ce qui veut dire c'est qu'à côté de ça, il y a aussi d'autres retours d'expérience que je ne vais pas faire aujourd'hui, mais sur lesquels on n'a pas on n'a pas escompté ce qu'on avait prévu initialement. Donc mon premier retour d'expérience, donc c'était donc il y a à peu près une vingtaine d'années, donc j'étais beaucoup plus jeune. Je dis ça parce que je revenais donc d'un séjour donc au Québec, et avec une collègue qui était elle interne donc et médecin de santé publique. Moi j'étais donc le médecin gériatre. L'idée c'est qu'on a voulu sur un territoire donné, donc c'était dans un arrondissement donc parisien, donc mettre en place ce qu'on appelle un réseau intégré de services pour mieux répondre aux problématiques des personnes âgées, souvent isolés avec des problématiques donc neurocognitives qui vivaient à domicile. Et l'idée donc c'était donc on a réuni autour de la table l'ensemble des professionnels de ville et hospitaliers. On n'a pas été exhaustif, mais on a pu réussir petit à petit donc à attirer donc pas mal de gens, donc du monde sanitaire, mais aussi du monde médico-social et social. Et finalement, donc, il y a eu une dynamique autour de finalement comment on peut se réorganiser, nous tous, ensemble, pour essayer de mieux répondre à ces problématiques que posait donc cette population-là. Et finalement, petit à petit, à travers donc cette réflexion et cette co-construction qu'on a tous eue, s'est posé la question de comment on allait faire pour implémenter donc cette nouvelle organisation. Est-ce que finalement, ce qu'on allait faire, ça allait avoir donc un impact positif ou pas? Du coup, il y a eu plein de questions qui ont fusé par rapport à ça. Et finalement, de cette co-construction de ce modèle organisationnel, on en est venu à travailler sur la réflexion sur la question de l'évaluation et de la recherche. Et du coup, donc, on a coécrit, au-delà du modèle donc, expérimental qu'on était en train de mettre en place, on a coécrit finalement un projet de recherche avec une partie quali et une partie quantitative. Pour finir donc sur ce retour d'expérience, il y a le fait que ma collègue Isabelle Vedel, sans la nommer, donc, qui était avec moi, elle était beaucoup plus chercheur santé publique en lien donc avec des unités de recherche. Moi, j'étais plus le clinicien, et finalement ce coportage clinique-recherche, je ne dis pas que ça a été un élément important, mais ça a été quand même un incitatif pour associer donc et les cliniciens de terrain et les chercheurs qui nous ont suivis dans une seconde période. Deuxième retour d'expérience, donc ça remonte donc à peu près une quinzaine d'années. Donc j'arrive à l'HAD de la PHP, donc un hôpital donc public. Donc en tant que gériatre, c'était pour essayer d'améliorer donc les partenariats entre l'HAD donc et les intervenants donc en EHPAD, et puis aussi donc d'intervenir davantage chez des personnes donc âgées avec des maladies neuroévolutives donc à domicile. Et j'arrive finalement donc à l'HAD où il y avait un désert. Il n'y avait pas du tout de culture donc de recherche. Et là-dessus, donc, ma première... et j'avais donc, j'avais pas cette volonté, mais je me suis dit, c'est un peu dommage, on a quand même beaucoup de patients sur lesquels on intervient, de ne pas avoir un peu une réflexion un peu plus poussée là-dessus. Et du coup, donc, je m'aperçois que finalement, il y avait pas mal d'innovations qui avaient été déjà mis en place donc, au niveau donc, de l'HAD, mais il n'y avait pas du tout de valorisation, il n'y avait pas du tout de projet de voir un peu les impacts de ces innovations. Et du coup, donc, j'ai réuni autour un petit noyau, donc tous ces gens, ces porteurs d'innovation, et puis j'ai mis dedans donc, tous ceux qui travaillaient autour des EPP, donc les évaluations des pratiques professionnelles, tout ce qui travaille autour de la qualité, tout ce qui travaille autour des événements indésirables. Je dis ça pourquoi? Parce que ça, ce sont des portes d'entrée pour se poser la question, d'aller au-delà de l'analyse et de faire en sorte qu'on pourrait creuser et mettre en place des projets de recherche. Et là-dessus, donc, de ce petit noyau, on était 5 ou 6 au départ. Finalement, donc, il y a eu des thèses de médecine, il y a eu des mémoires donc, en soins infirmiers. Et petit à petit, finalement, donc, de ces projets de recherche que l'on a mis en place, alors c'était quasiment que des projets donc d'études qualitatives. Pourquoi? Parce que j'avais pas du tout de statisticiens donc avec nous, et donc de ces projets donc d'études qualitatives donc qu'on a fait auprès donc entre autres de proches aidants, auprès de professionnels, auprès donc de patients qui étaient suivants en HAD. Il y a eu donc ce retour d'expérience, et finalement ça fait comme une boule de neige, dans le sens il y a eu d'autres personnes qui se sont de professionnels donc de l'HAD qui se sont intéressés à ça, et puis après donc on a déposé un projet de PREPS, et puis finalement donc on a pu aussi valoriser tout ce qui était fait
de façon informelle en HAD, alors que c'est vrai qu'après des évaluations des projets de recherche, on a eu la possibilité aussi de pouvoir communiquer. Donc ça, c'était le deuxième retour d'expérience. Et puis depuis 5 ans maintenant, je suis donc sur un hôpital de jour, donc dans un hôpital gériatrique donc sur Marseille. Donc j'ai rejoint donc une collègue, Valérie Serraz, et tous les deux donc on travaille, donc on est en lien avec un consortium de chercheurs et de cliniciens sur un outil d'évaluation multidimensionnelle qui s'appelle InterRail. Pour la faire courte, ce sont des outils d'évaluation qui permettent, donc, qui sont des données, donc, enfin, qui sont un outil donc d'évaluation donc standardisé et qui produisent donc, des données de qualité. Et du coup, donc, on a en cours, parce que ça fait que 4-5 ans que je suis, enfin, ça fait 4 ans que je suis là, et donc on a 2 projets de recherche en cours. Donc un au niveau de l'hôpital, enfin, les 2 sont au niveau de l'hôpital de jour. Et le premier, donc, c'est de faire utiliser par l'ensemble des professionnels de l'hôpital de jour, donc, qui sont infirmières, aides-soignandes, assistantes sociales, kinés et puis psychologues, cet outil d'évaluation, donc lorsqu'elles évaluent leurs besoins, lorsqu'elles font leurs évaluations des patients qui arrivent en HAD, en hôpital de jour, donc elles utilisent cet outil. Et cet outil, finalement, avec le recul, je trouve que c'est pour elles une appropriation de projets de recherche derrière ça, parce que finalement, on produit énormément de données quand on est dans des structures de soins. Et là, finalement, on produit des données qui sont quand même de qualité. Et du coup, ça, dans leur activité professionnelle, clinique, donc il y a quand même une réflexion par rapport à la recherche. Le deuxième programme, c'est l'évaluation. Donc on continue l'évaluation donc des proches aidants. Alors au début, il y a eu beaucoup de réticences. Finalement, les proches aidants, qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire? Et finalement, on s'est aperçu que finalement, le retour de ces proches aidants, c'était très utile pour nous, pour pouvoir mieux soigner donc, les personnes que l'on voyait, les personnes donc, aidées. Et finalement, les proches aidants, donc, par rapport à leurs besoins, donc, c'est très utile par rapport à créer une dynamique au sein même de l'hôpital, au niveau de la CDU. Donc, je ferme la parenthèse sur ces 3 retours d'expérience et je voulais juste insister sur le fait que c'est toujours parfois un peu compliqué entre, d'un côté, les cliniciens, je les vois, moi je suis à 80% clinique et j'ai qu'un 20% donc recherche, et je vois souvent donc les cliniciens, ou bien ils se sentent pas forcément donc légitimes à faire de la recherche, ou bien quelquefois ça les intéresse pas, ou quelquefois certains me disent bon, ils ont un peu peur des résultats qu'on peut avoir à travers la recherche. Et de l'autre côté, on a des chercheurs qui nous proposent quelquefois des projets de recherche, je dirais, qui sont un peu déconnectés par rapport à la réalité de terrain. Du coup, donc finalement, le fait de pouvoir d'avoir ces 2 pieds un peu clinique et recherche, bon, pour répondre en partie donc à la question, je dirais ça a été pour moi un peu une aide, parce que finalement c'est plus simple de créer une relation de confiance avec mes collègues cliniciens et les embarquer donc sur des projets de recherche. Il y a un autre point important, je trouve, c'est la question de la temporalité. Lorsque vous faites donc de la recherche, vous vous inscrivez dans un temps long. C'est en général des projets qui vont 3 à 5 voire 10 ans, alors que les cliniciens sont sur un temps beaucoup plus court. Donc ça, c'est toujours une association donc, qui n'est pas toujours donc, très simple pour les faire travailler ensemble. Le dernier point, en HAD, j'ai été donc, président de la CME pendant 8 ans, et là j'ai été réélu président de la CME. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que finalement j'ai réalisé que le fait d'être à la PCME, ça permet d'être directement en lien avec la direction, et il faut faire bouger les lignes au niveau des directions. Et ce que j'ai toujours dit donc, aux directeurs des établissements avec qui j'ai travaillé, lorsque vous faites ou vous initiez des projets de recherche dans des structures. Là, on a un EHPAD, des équipes mobiles, donc de l'hôpital conventionnel, des hôpitaux et de l'HAD. Lorsque vous créez donc des projets de recherche, vous améliorez au bout du compte la qualité. Parce qu'on se pose au moins des questions, on a des retours donc de données et d'analyse donc des problématiques. La première des choses, c'est la qualité. La deuxième des choses, je trouve, c'est l'attractivité. Pourquoi? Parce que il y a une dynamique qui se crée, et c'est vrai que pour faire venir aussi des gens extérieurs, souvent donc j'ai remarqué que les endroits où il y a eu cette boule de neige qui a pu prendre, ça a créé quand même une émulation et le partenariat entre les cliniciens et les chercheurs. Je trouve que c'est très dynamisant.
Et le troisième point, il y a aussi une question de rémunération, parce qu'on a des points mairie, et ça permet aussi donc de retour sur investissement. Mais cette dimension aussi de faire bouger la ligne au niveau de l'administration et de la direction, c'est un point pour lequel moi je me suis beaucoup appuyé pour développer ces projets de recherche. Merci. Merci beaucoup Mathieu pour votre intervention et qui précise bien, qui montre bien à quel point il est important ou intéressant sur plusieurs points de pouvoir faire descendre la recherche au niveau de la clinique. Alex, je vais te laisser la parole pour que tu parles de ton expérience particulière et qui a bien mobilisé les soignants. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Lerena de m'inviter pour partager cette expérience au sein de toutes ces autres expériences de recherche qui sont très intéressantes, enrichissantes. Merci beaucoup Véronique et le docteur Pingano pour cette invitation. Moi, je vais vous rappeler un petit peu le contexte de cette expérience de recherche qui qui a commencé il y a quelques années. Avant d'être chercheur, je suis clinicien, donc gériatre, aussi avant médecin de soins palliatifs, mais gériatre. Et mon expérience des troubles neurocognitifs, c'est l'expérience du médecin qui reçoit des personnes âgées avec des troubles neurocognitifs à l'hôpital, en gériatrie aiguë, avec des troubles neurocognitifs qui sont sévères et donc un retentissement très important sur la santé de ces personnes, avec tant sur le plan de l'autodétermination, de la dépendance physique et de toutes les conséquences somatiques et psychocomportementales que peuvent avoir ces pathologies. C'est aussi un public de patients, de résidents qu'on reçoit qui vient avec son lot de tensions éthiques, de questionnements sur qu'est-ce qui paraît légitime ou pas de faire dans cette période de la vie. Est-ce que c'est raisonnable de faire cette intervention diagnostique, cette intervention thérapeutique, de mettre en place cette nutrition, etc. Et en fait, au cœur de nos préoccupations de soins, il y a aussi cette notion de qualité de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement améliorer ou peut-être plus humblement préserver ou en tout cas pas détériorer la qualité de vie de ces personnes âgées. Donc c'est une question qui nous habite un peu, je pense, au quotidien. Et parler de qualité de vie, donc c'est une dimension qui est, en tout cas c'est un concept très subjectif qui est propre à chacun. Et quand on est dans le cadre des troubles neurocognitifs, c'est encore plus difficile d'aller apprécier la qualité de vie d'une personne avec qui parfois on peut même ne pas réussir à communiquer. Et donc ça a été le point de départ de ce projet de recherche. Comment est-ce qu'on peut évaluer la qualité de vie d'une personne âgée avec des troubles neurocognitifs majeurs à un stade sévère? Comme tous les chercheurs, quand on a une question comme ça, on va aller voir la littérature et se demander s'il n'y a pas des personnes plus intelligentes qui se la sont posées avant nous. Bon, là, c'était le cas. Et donc, on a pu voir qu'il y a des auteurs qui ont retenu une approche quantitative. Ils se sont dit, finalement, est-ce qu'on ne peut pas apprécier la qualité de vie de ces personnes âgées au moyen d'échelles de scores, donc avec différentes questions qui vont explorer différentes dimensions de la qualité de vie et nous donner un score qui va peut-être quantifier, et même si c'est tout à fait imparfait, eh bien peut-être d'apprécier un petit peu cette qualité de vie et de voir son évolution au cours du temps à mesure qu'on va proposer peut-être des interventions de soins thérapeutiques ou autres. On a rapidement remarqué qu'il y avait aussi un trou dans la raquette, dans la mesure où en France, il n'y avait pas d'échelle de qualité de vie validée pour cette population spécifique de personnes âgées avec des troubles sévères, alors qu'il y en avait dans beaucoup d'autres pays. Et on a notamment découvert une échelle qui s'appelle l'échelle Qualid, qui est une échelle américaine développée dans les années 2000 et qui va essayer d'évaluer la qualité de vie de ces personnes âgées au moyen de 11 questions en quelques minutes au lit du résident ou du patient, au travers d'une hétéroévaluation, c'est-à-dire d'une évaluation par un proche aidant ou par un soignant en l'occurrence. Et donc cette échelle, eh bien, à partir de l'évaluation de comment est-ce que le résident se comporte, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il crie, est-ce qu'il a un visage qui montre un peu de confort ou au contraire de l'inconfort, eh bien ça nous permet d'avoir une idée quantifiée qu'on va peut-être pouvoir mesurer à différents temps et pour voir la qualité de vie de cette personne. Donc le premier retour d'expérience, c'est effectivement un travail d'interne du docteur Sophie Lloyd, qui est aujourd'hui médecin coordinateur à Saint-Jean-de-Luz. Et donc son travail de thèse, ça a été de
proposer une adaptation de cette échelle américaine en français, donc selon des critères méthodologiques que je ne vais pas vous détailler, mais il y a eu plusieurs traductions, un comité d'experts, et au bout du compte, ce premier travail de thèse, il a permis d'avoir une échelle CALID d'évaluation de la qualité de vie en français. Ça, c'est la première étape, avec une publication qui est en cours là, dans une revue internationale. Et c'est pas le tout d'avoir l'outil, de l'avoir développé ou de l'avoir traduit. Maintenant, la deuxième étape, c'est de s'assurer que cet outil il est bien valide, fiable et reproductible. C'est-à-dire, quand on prétend mesurer quelque chose, est-ce que notre outil il mesure vraiment bien précisément ce phénomène-là, en l'occurrence ici la qualité de vie, et est-ce que cette mesure elle est stable dans le temps à mesure qu'on ait différents évaluateurs. Donc, pour ce type d'études scientifiques de validation, ça répond là encore à une méthodologie bien particulière où il faut des dizaines, en fait même une centaine, plus d'une centaine d'évaluations par des soignants de cette échelle. Et évidemment, ça c'était un projet de recherche qui dépassait largement le cadre du CHU où je travaille depuis plusieurs années. Et donc on s'est dit, avec les internes que j'ai embarqués dans cette aventure, que eh bien, peut-être qu'on pouvait un peu naïvement proposer aux utilisateurs cibles, c'est-à-dire les soignants dans les structures d'hébergement et de soins, les EHPAD, les unités de soins longue durée, eh bien, de se saisir de notre outil et de l'essayer au quotidien et donc de nous rapporter les données pour voir si effectivement cette échelle traduite elle était performante. On n'était pas rassuré au début à se lancer là-dedans parce qu'on ne savait pas trop quel retour il y aurait. Et finalement, on a commencé à contacter les médecins coordinateurs, les directeurs d'établissements, et on a reçu un retour positif de 14 établissements sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et on a été rencontrer les équipes infirmières et aides-soignantes pour voir comment on pouvait recueillir nos données selon les bonnes pratiques de recherche, sans non plus bien perturber leurs pratiques cliniques quotidiennes. Et on s'est lancé, on a recueilli au final 100 expériences de soignants avec l'évaluation de près de 150 résidents du SLD et d'EHPAD. Et sans rentrer dans le détail des résultats, ce projet de recherche, il nous a permis de montrer que notre échelle de qualité de vie, elle est valide, elle est performante pour évaluer la qualité de vie, elle est reproductible. Et ce projet aussi, parce qu'on a interrogé les soignants au cours de la recherche, il a montré que c'était une échelle qui était acceptable, donc que les soignants pouvaient s'en saisir, que ça pouvait apporter un regard un peu différent sur leur prise en soin et aussi amener de la discussion dans les temps de staff pluridisciplinaires, etc. Donc, pour essayer de me tenir aux 10 minutes, ce travail, moi j'en retiens trois conclusions, 3 perspectives. D'abord, c'est, comme le disait M. de Stampa, de voir que le soin et la recherche sont complémentaires et que eh bien, le soin va apporter des questions de recherche et la recherche a besoin aussi parfois de contexte de soins pour apporter des données de vie réelle qui sont très précieuses dans ces cadres de recherche. Le deuxième point, c'est voilà, de se dire que cette qualité de vie, cette dimension de la qualité de vie dans le soin, il faut sans doute continuer à la développer. Alors, bien sûr, une échelle avec un score numérique, c'est limité, hein, c'est ce que les soignants nous ont dit. Ça ne va pas forcément saisir toute la complexité de la qualité de vie d'une personne âgée dans cette situation, mais je pense que c'est quelque chose à remettre toujours au cœur du soin. Et donc la troisième et dernière conclusion que je retiens moi de ces thèses encadrées, c'est qu'on peut faire de la recherche avec des soignants. Il y a bien sûr des freins. Les contraintes organisationnelles, temporelles, il faut faire preuve de pédagogie. Il n'y a évidemment pas forcément une formation à la recherche pour tous ces soignants, mais il y a aussi une vraie motivation, un vrai intérêt. Sur ce travail, on n'a pas eu de données manquantes, on a eu une vraie appétence, une vraie motivation à participer, des retours très positifs. On nous a dit que ça permettait de faire un pas de côté par rapport aux soins parfois un peu automatiques, que ça permettait aussi de valoriser beaucoup la fonction de ces soignants et leur expérience. Et donc pour toutes ces raisons-là, je suis contente de vous partager aujourd'hui la possibilité, sur des projets bien sûr raisonnables, de petite envergure, on peut faire de la recherche dans ces lieux d'hébergement et de soins. Merci. Un grand merci Alex, et j'ai le souvenir que quand j'avais écouté la thèse de Sophie Lloyd, que les soignants avaient été vraiment très heureux finalement d'être impliqués dans ce parcours. Un grand merci à toi. On va laisser la parole donc à Éric Dumas,
qui va nous parler entre autres de la possibilité de faire la recherche dans les consultations mémoire, et pour que cette recherche soit de terrain et non pas des choses qui soient imposées par les centres d'excellence. Si je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation de la part de l'ERENA à participer à ces journées. Donc effectivement, je suis médecin-chef du Verger des Ballons. J'ai la chance de croiser des patients toute la journée qui vont du diagnostic précoce jusqu'à la fin de vie, ce qui à mon avis est une grande chance dans mon activité médicale. Et je vais plutôt vous parler aujourd'hui avec ma casquette de vice-président de la Fédération des centres mémoire pour vous expliquer un peu ce qui se fait, ce qu'on aurait envie de faire, ce qui pourrait se faire pour diffuser la recherche au plus près des patients. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie quand on parle de ce sujet-là. Premièrement, de voir un peu l'historique et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Et puis peut-être de se comparer. On dit toujours que quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Je pense que pour le coup, on a quand même quelques raisons de se consoler en France. Si on regarde ce qui se fait chez nous par rapport aux États-Unis, par exemple, vous avez aux États-Unis un grand centre à San Francisco qui s'appelle de mémoire l'Aging and Memory Center. L'Aging and Memory Center à San Francisco, c'est 100 chercheurs, c'est 300 professeurs de neurologie, c'est 535 millions de dollars d'infrastructures, c'est 450 patients par jour et c'est 1100 patients qui sont soignés tous les jours. Et là, vous avez accès à toute l'innovation et à toutes les recherches auxquelles vous pouvez aspirer. Donc on pourrait se dire, ben voilà, finalement la solution elle est là, il y a des grands centres et puis tout se passe là-bas et ça va très bien. Et puis quand vous prenez le temps de regarder la carte des États-Unis, finalement vous voyez que vous avez les grands pôles d'excellence qui sont plutôt à l'extérieur, on va dire, du pays. Et puis finalement quand vous regardez ce qui se passe dans le Middle West, et ben si vous avez une maladie d'Alzheimer, si vous avez une maladie de Parkinson, une maladie à corps de Lévy dans le Middle West américain, et ben vous n'avez pas accès à un centre de diagnostic. C'est votre médecin généraliste qui va faire le diagnostic seul, qui va vous prendre en soin seul, et vous n'aurez pas du tout accès à la recherche scientifique. Voilà ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Si on regarde ce qui se passe chez nous, il y a un outil, je pense, remarquable, et il faut tirer le chapeau à nos pères qui ont mis ça en œuvre depuis plus de 20 ans. Effectivement, la Fédération des centres mémoire, c'est une société savante dont on a fêté les 20 ans l'année dernière, dont la première présidente a été le professeur Florence Pasquier à Lille. Elle a plusieurs avantages. Premièrement, elle est transdisciplinaire, c'est-à-dire que dans cette société, nous sommes des gériatres, nous sommes des neurologues, nous sommes des psychiatres, nous sommes des orthophonistes, nous sommes des neuropsychologues, nous sommes des attachés de recherche clinique, et tout ce petit monde travaille ensemble dans la même société savante, ce qui est, je pense, un grand avantage par rapport aux sociétés purement spécialisées. La deuxième chose, c'est que cette société qui s'est d'abord appelée la Fédération des centres mémoire de ressources et de recherche, c'est-à-dire qui ne regroupait que les centres hospitaliers universitaires, en 2017 a fait le choix de s'ouvrir et d'inclure les consultations mémoire de territoire et les consultations mémoire de proximité. Et depuis, nous sommes donc 31 CM2R depuis la nouvelle labellisation de 2023 et quelques 360 consultations mémoire au sein de la même fédération. Pour exemple, nous avons eu hier une réunion où nous étions plus de 100 à discuter du refus de la Haute Autorité de Santé quant aux nouvelles thérapies anti-amyloïdes en France. Mais on ne peut pas le faire si on n'avait pas cette possibilité au niveau d'une société savante. Notre souhait, le souhait de l'actuelle mandature, le président actuel, c'est le professeur David Vallon, qui est neurologue, qui dirige le CM2R de Rouen et qui est référent patient Alzheimer jeune. Parmi nos axes de mandature, il y avait développer la recherche au plus près du patient et notamment au niveau des consultations mémoire. Ça a fait partie des projets qu'on a portés. Donc nous sommes en cours de réalisation avec un groupe de travail d'une enquête auprès de l'ensemble des consultations mémoire. Alors on a déjà bien avancé, on a à peu près une centaine de consultations qui ont répondu, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on en a sollicité 128. Donc c'est quand même un taux de réponse qui est plutôt bon. Et on leur a demandé, ben voilà, vous en tant que consultation mémoire, quel avantage verriez-vous à développer la recherche dans votre pratique clinique, quel frein verriez-vous, et pour les patients, quel pourrait être le plus si vous vous mettiez à développer la recherche dans votre consultation mémoire. Ce qu'on voit, c'est que globalement,
près de la moitié des consultations mémoire finalement font déjà de la recherche, soit académique, soit industrielle. Alors il y a probablement un biais dans nos réponses puisque c'est les gens les plus, on va dire, les plus intéressés qui peuvent avoir répondu, mais la recherche n'est pas absente des consultations mémoire à ce jour. Quels avantages verraient les consultations mémoire à développer la recherche? Premièrement, c'est vraiment renforcer ce travail en maillage et en réseau qu'on a sur le territoire en France. Il faut avoir conscience que ce maillage de consultation mémoire de ressources et de recherche, c'est-à-dire des CHU, est quelque chose d'unique au monde. Seule la France l'a mis en place. Et tous les pays, je peux vous l'assurer, on se retrouve encore en Suisse la semaine prochaine aux rencontres francophones, tous les pays nous envient, qu'ils soient francophones, anglophones, ce maillage de consultation. Où que vous soyez sur le territoire, vous avez accès à une consultation mémoire, vous avez accès à un diagnostic de qualité, vous avez accès à la recherche thérapeutique. Donc renforcer ce maillage, c'est extrêmement important pour les consultations. Pour eux, c'est aussi mettre en avant l'excellence de la filière mémoire et de la filière neurocognitive au sein de leur propre hôpital. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que vous savez bien qu'à un moment donné, il faut aussi battre un peu, croiser un peu le fer pour avoir des moyens et pour avoir des locaux pour pouvoir faire ça. Pour les consultations mémoire, ils y voient une amélioration du recueil des données cliniques. Il y a une rigueur qui arrive avec la recherche que l'on n'a pas forcément toujours à l'esprit quand on fait uniquement une activité clinique. C'est aussi l'espoir en diffusant la recherche d'avoir des moyens supplémentaires puisque les consultations nous disent on a des médecins, pas assez, mais on en a. On a des neuropsychologues, pas assez, on en a. Mais des infirmières, mais des IPA, mais des attachés de recherche clinique. Tout ça, ce sont des choses dont on n'a pas et dont on a cruellement besoin si on veut continuer, j'ai encore un peu de réflexe, à développer la recherche dans nos consultations. Le gros avantage, c'est que l'immense majorité des patients est suivi en consultation mémoire de territoire et n'est pas suivi par le centre hospitalier universitaire. Donc faire diffuser la recherche au sein des consultations mémoire, c'est toucher un beaucoup plus large public que ce que le CHU peut avoir comme patient, qui lui va plutôt accueillir des patients jeunes et avec des patients âgés qui vont plutôt être lésés quant à l'accès à la recherche. Je ne sais pas combien de temps il me reste. À peu près, ça me va très bien. L'autre possibilité des consultations mémoire, on est souvent un peu plus près du terrain, mais ne prenez pas ça comme une guerre entre les CHU et les CMT, mais on est souvent un petit peu plus près du terrain et parfois ouvert à d'autres perspectives, et je pense notamment aux interventions non médicamenteuses. Et je pense que les consultations mémoire ont un rôle à jouer dans l'évaluation. Alors je ne vais pas déflorer le sujet d'après, mais ont un rôle à jouer au niveau des interventions non médicamenteuses. Les avantages pour le patient, globalement, le patient, il vous dit, moi docteur, je veux bien participer à la recherche, mais moi je veux pas aller au CHU. J'ai 150 km à faire. Vous me dites qu'il faut y aller 2 fois par semaine, 2 fois par mois, avoir des ponctions lombaires. Très bien, mais moi, vous me faites tout ça à Périgueux et vous faites pas ça à Bordeaux. Ah ben non, c'est parce que si vous rentrez, vous êtes obligé de le faire à Bordeaux. Faire descendre, diffuser la recherche au sein des consultations, ça va permettre de pouvoir suivre les patients au plus près de chez eux et même de leur domicile, puisqu'il y a eu des essais, notamment je pense au CHU de Lille, et j'ai oublié le nom de l'essai, où les consultations mémoire de territoire se chargeaient d'aller évaluer les patients à leur domicile. Donc on va diffuser le soin jusqu'au domicile du patient. Dans les consultations mémoire de territoire, nous avons fait valider par la DGOS qu'il y ait des référents EHPAD. Donc dans chaque consultation mémoire, vous devez avoir un référent EHPAD qui va vous faire bénéficier de tout ça. En termes de patients plus âgés, effectivement, quand vous devez vous rendre sur les CHU, votre aidant peut-être a lui-même des comorbidités qui vont faire que la conduite jusqu'à Bordeaux va être compliquée. Là aussi, c'est le meilleur moyen de diffuser et de faire profiter les patients âgés de la recherche. Et puis, il y a quand on discute avec les patients, il y a une vraie demande de sentiment d'utilité. Je suis malade, certes, mais j'ai envie d'être utile à la science et à la société. Et je pense même, pour le coup, à la recherche au-delà de la mort. Je pense au don de cerveau, par exemple, qui est quelque chose qui
ne coûte pas très cher, dont on peut parler tranquillement dans une consultation autre que l'annonce diagnostique, mais donner son cerveau, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la recherche. Et un de nos autres axes de travail au sein de la Fédération des centres mémoire, nous sommes en train de travailler avec le NeuroCeb à Paris, c'est-à-dire la banque de cerveau, pour augmenter le nombre de prélèvements de cerveau. Il y a 50 ans, c'était naturel d'aller prélever des organes pour la science. Actuellement, c'est devenu vraiment quelque chose de compliqué si on ne va pas chercher si on va pas le proposer aux patients, alors que ça a une évidence scientifique extrêmement importante. Alors les limites, et j'en aurais terminé, les limites et les ressources nécessaires, eh bien, il est clair que diffuser et impliquer les consultations mémoire de terrain dans la recherche, ça veut dire effectivement plus de temps médical, ça veut dire effectivement plus de temps de neuropsychologue, ça veut dire effectivement détacher des attachés de recherche clinique qui viennent travailler avec nous, ça veut dire qu'on a besoin de paramédicaux qu'on n'a pas forcément dans les consultations, ça veut dire qu'on a besoin de temps de formation, parce qu'avant d'inclure des patients dans des études, il y a une nécessité de formation, et puis il y a un besoin logistique, tout bête, de centrifugeuses, de congélateurs, de toutes ces choses-là. Nous avons quelques pistes de réflexion au niveau de la fédération pour améliorer les choses, mais peut-être que ça fera plutôt l'objet du débat. Après, je vais laisser la parole à mes collègues, j'ai peut-être déjà débordé. Merci de votre attention. Un grand merci, vous n'avez absolument pas débordé. Il y aura plein de questions à vous poser au sujet de votre intervention qui montre bien à quel point il peut y avoir de la recherche qui soit faite tout en bas, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. Je vais laisser la parole au professeur Amieva qui va donc nous parler de cette difficile acculturation de la recherche par les professionnels dans les lieux de soins, et je la laisse s'exprimer à ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Alors effectivement, favoriser un esprit de recherche, c'est l'intitulé de la table ronde. Insuffler, infuser, comment faire pour faire germer cet esprit de recherche, cette culture de recherche, même si on est, je pense, tous d'accord sur le principe qu'on a tous à y gagner, à travailler ensemble, cliniciens, professionnels de terrain et chercheurs, pour autant, vraiment, force est de constater que ça ne suffit pas. Ça ne va absolument pas de soi. Alors, pour les raisons qui viennent d'être dites, il y a un besoin de moyens, c'est vrai, mais pas seulement. Et donc, moi aussi, comme mes collègues, je vais partager des expériences que j'ai eues moi-même et qui m'ont fait, en quelque sorte, évoluer un petit peu dans ma manière de concevoir cette recherche participative, un mot très à la mode, mais qu'on définit peut-être tous un peu différemment. Alors la première expérience, c'est effectivement une recherche qui s'est adossée à la Fédération des consultations mémoire, qui a été absolument essentielle. C'est l'étude que peut-être certains connaissent, elle n'est pas si vieille que ça, hein, c'était il y a une douzaine d'années, l'étude ETNA, qui était un essai contrôlé randomisé multicentrique de plus de 650 patients qui cherchaient à questionner l'utilité des ateliers mémoire. Alors c'était une recherche à la fois pleine de bon sens parce que les ateliers mémoire, ce sont des interventions qui sont proposées quasiment dans toutes les structures qui accueillent des personnes avec des troubles cognitifs. C'était vrai à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui, même si c'est probablement un peu moins le cas. Et donc, cette étude, elle venait questionner véritablement l'utilité de ces ateliers mémoire. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que véritablement, ils ont une utilité, des bénéfices objectivables chez les patients? Et cette étude s'était donc adossée à 40 consultations mémoire et CM2R dans toute la France. C'est pour ça que la fédération a été essentielle. Et c'était effectivement Florence Pasquier qui était présidente et qui avait beaucoup soutenu l'étude ETNA. Vraiment, je pense qu'elle lui doit beaucoup. Et cette étude, j'avais été bien sûr amenée bien avant de présenter les résultats. C'était une étude assez lourde, 650 personnes recrutées, 40 centres, 2 ans de suivi, etc. Donc c'était une étude difficile. Alors j'avais commencé à présenter cette étude avant de présenter les résultats. Je présentais le protocole et j'avais eu l'occasion de le faire dans beaucoup d'endroits puisqu'elle avait suscité beaucoup d'intérêt.
Et en fait, c'était vraiment amusant. Au début, c'était un peu perturbant, mais ça finissait par être un petit peu amusant. J'avais systématiquement face à moi une partie de la communauté qui accueillait très très bien cette étude parce qu'elle y voyait tout de suite l'utilité directement pour évaluer, déterminer dans quelle mesure ce type de prise en charge devait rester dans l'arsenal thérapeutique qui était proposé aux patients. Et puis des professionnels de terrain qui voyaient cette étude comme complètement farfelue. Et j'avais très souvent des questions des mains qui se levaient dans la salle en me disant mais franchement, vous avez rien d'autre à faire, vous chercheurs, hein. Vous n'avez rien d'autre à faire et vous avez surtout beaucoup de temps et d'argent à gaspiller parce que, évidemment, c'est une étude qui était coûteuse au plan financier aussi. Et donc, on me dit, mais c'est évident que ça marche. Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire que d'évaluer des choses qui, de toute évidence, marchent. Et donc, évidemment, le message était justement de dire que oui, peut-être que ça marche et peut-être pas. Et dans tous les cas, quel que soit le résultat, c'était important de le savoir pour pouvoir faire évoluer les pratiques. Et puis, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, une fois que l'étude s'est terminée, donc elle s'est déroulée, hein, bon an, mal an, ça a été difficile, mais on est allé jusqu'au bout. Et résultat, eh bien, ces ateliers mémoire, on avait montré que sur tous les indicateurs qui avaient été pris, tous les indicateurs cliniques qui avaient été pris, absolument aucun indicateur n'était amélioré après 2 ans de stimulation cognitive ou d'atelier rémittance. Je ne rentre pas dans les détails. Et c'était au contraire une prise en charge individuelle qui permettait, et on arrivait à l'objectif en comparant avec un groupe contrôle, qui permettait de différer de 6 mois l'entrée en institution. Et quand je présentais ces résultats, eh bien, j'avais en face de moi des mains qui se levaient en disant « Mais c'est évident, on le savait. Pourquoi vous avez fait cette étude ? C'est évident qu'une prise en charge individuelle, c'est ce qu'il faut et ces ateliers en groupe, ça ne sert à rien. » Donc ça m'amusait parce que finalement, 5 ans après, on disait que ce que je faisais était évident, mais pour des arguments qui étaient résolument contraires 5 ans plus tard. Donc, peu importe, ce qui est important, c'est que je pense qu'aujourd'hui, une prise en charge individuelle est privilégié dans beaucoup de cas, en consultation mémoire, en EHPAD, dans d'autres types de structures, et tant mieux, puisque c'est ça la finalité. Mais j'avais déjà senti cette ambivalence, en fait, des professionnels qui, à la fois, sont demandeurs de recherche, parce qu'ils ont envie de progresser, ils ont envie de, bien sûr, ils se posent plein de questions, et en même temps, ambivalence, parce que lorsqu'il s'agit d'évaluer ses propres pratiques, eh bien, tout d'un coup, on se sent objet de recherche. Et donc, si on est évalué, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on est jugé. Et ça, c'est un peu plus difficile de l'accepter. Donc ça avait été, je pense, ma première expérience avec cette recherche un peu de terrain. Deuxième expérience, qui ne s'est pas avérée être concluante du tout, mais je trouve que faire état de retours d'expérience qui n'ont pas été forcément couronnés de succès, c'est aussi important parce qu'on apprend de ses erreurs. Je suis toujours habitée vraiment par cette conviction que la recherche en EHPAD n'est pas suffisamment développée. Il y a des besoins, il y a des enjeux. Je n'ai même pas besoin de les développer, vous les connaissez. Et le paradoxe, c'est qu'il y a très très peu de recherche dans les EHPAD, très très peu de recherche. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis j'ai commencé à imaginer des protocoles. Et, bien consciente évidemment que c'était pas facile de développer ce type de recherche. Et alors même que dans la conception des protocoles, on prenait soin de prendre comme indicateur des indicateurs très très parlants au plan clinique, comme la qualité de vie, justement, alors même qu'on imaginait ces protocoles de recherche de telle manière que les professionnels n'allaient pas être mis à contribution du point de vue du temps, en tout cas. On sait bien que le temps c'est pas un luxe. Alors même que j'imaginais donc des protocoles très très simplifiés et que je savais bien qu'il fallait prendre du temps pour expliquer aux équipes pourquoi c'était important de mener ces recherches, notamment sur la qualité de vie des résidents.
J'avais toujours un accueil extrêmement enthousiaste et positif. Et puis, quand on rentrait vraiment dans le vif du sujet, une fois qu'on avait toutes les autorisations et qu'on rentrait vraiment dans le vif du protocole, eh bien, ça faisait plouf. Voilà, il ne se passait plus rien parce que j'avais beaucoup de mal à motiver les professionnels qui me disaient qu'ils n'avaient pas le temps, alors même, encore une fois, que la recherche ne leur prenait pas le temps. Et donc, de nouveau, je sentais cette ambivalence. Oui, à la fois, on a bien envie de participer parce que ça pose des questions qu'on se pose, mais en même temps, est-ce qu'on ne va pas être un petit peu évalué dans la manière dont on travaille, dans la manière dont on accompagne nos résidents, et de nouveau cette ambivalence qui faisait que c'était difficile de dérouler une recherche jusqu'au bout et d'aboutir à une recherche robuste qui nous permettait de conclure quelque chose. Et puis la troisième expérience que je vais évoquer, je pense que c'est une expérience justement qui permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est la recherche que l'on mène aujourd'hui au village landais, Alzheimer. Et la prise de parole de Gaëlle Marie-Bailleul juste après moi va être très très complémentaire parce qu'elle va développer le point de vue du professionnel à la fois qui accueille la recherche et qui est partie prenante de cette recherche. En tout cas, pour moi, chercheur, donc qui suis amené à participer à l'évaluation de ce dispositif, j'avoue que c'est à la fois un défi et en même temps quelque chose dont j'apprends tous les jours, vraiment tous les jours. Alors un défi, au tout début, nous avons été sollicités pour évaluer ce dispositif. Jean-François Artigue était là ce matin, je ne le vois pas dans la salle, mais il s'en souvient bien, M. Biulac également. C'est vrai que ce n'était pas évident de dire oui d'emblée, parce que c'est pas facile de construire une recherche qui évalue un dispositif comme celui-là. Et donc, on s'est posé la question, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. J'avais le souvenir de l'expérience de la recherche en EHPAD qui était quand même extrêmement difficile à mener, donc j'avais pas envie de déployer des efforts surhumains pour, au final, ne pas pouvoir aboutir à quelque chose de viable. Et puis, il y a une chose qui m'a décidée. Est-ce que vous savez, Gaëlle, ce qui m'a décidé à dire oui? On ne se connaissait pas à l'époque, donc ça, c'était pas vous, mais ça aurait pu. En fait, c'est tout bête, c'est tout simple. C'est le fait que dans ce village, il y a ce qu'on appelle, un peu pompeusement, mais un centre de recherche et de ressources. C'est-à-dire quelque chose qui incarne un mini-laboratoire au sein même du village. Alors, le laboratoire, n'imaginez pas une salle avec des TEP, des microscopes, etc. C'est rien, en fait, c'est un bureau avec des tables et des chaises, hein. C'est rien de plus que ça. Mais je me suis dit, le fait d'être positionné à l'intérieur du village, en tant que chercheur, ça va nous permettre de nous présenter comme des acteurs du dispositif et pas des chercheurs qui arrivons avec notre ordinateur et qui viennent inspecter les travaux finis et distribuer les bons points. Image évidemment que la recherche c'est tout sauf ça, mais je pense que de temps en temps on donne cette impression-là. Et donc le fait d'être positionné au sein même du village m'a donné l'impression que peut-être on avait une chance de pouvoir concevoir cette recherche et la mener de l'intérieur. Et ça change tout. Et ça change tout. Et quand je dis que j'en apprends tous les jours, c'est que j'apprends justement, comme un jeune chercheur que je ne suis pas, j'apprends à mener une recherche vraiment immersive, participative au sens où ce que j'observe, ce que je vois, ce que mes collègues sur place, moi je n'y suis pas évidemment tous les jours, mais ce que mes collègues me rapportent régulièrement me font penser les questions de recherche, la manière d'y répondre différemment. Et donc c'est ça que j'apprends. Et je crois de plus en plus la nécessité de développer ce type de paradigme de recherche. Il faut inventer de nouveaux paradigmes de recherche où le chercheur n'est pas seulement celui qui vient, évalue, discute, évidemment dans le meilleur des cas, mais c'est la moindre des choses avec les professionnels, mais le chercheur est celui qui conçoit et qui participe de l'intérieur au dispositif de manière à ce qu'il en soit à la fois l'acteur et l'évaluateur. Et donc j'imagine, grâce à cette expérience qui n'est pas encore terminée, eh bien j'imagine la poursuite de mes recherches un peu différemment,
avec ce type de paradigme, et on a déjà des projets en cours qui vont dans ce sens. Voilà, donc j'aurais plein d'exemples de cette recherche participative et de l'avantage de la concevoir et de la mener depuis l'intérieur. Il y a une anecdote que je raconte souvent parce qu'elle est rigolote. Quand je vais à la brasserie, quand je vais au village, j'aime bien aller à la brasserie. Parfois, on a nos réunions à la brasserie et on a ces réunions avec les villageois qui viennent de temps en temps nous interrompre, avec les familles, avec les professionnels. Et puis, je m'autorise à prendre un petit café, bien évidemment. Donc, je vais au comptoir, tenu par les bénévoles, et je demande un café. Et puis, j'entends de temps en temps un café pour la recherche. Voilà. Et alors, ça me fait sourire. D'abord, j'incarne la recherche à moi toute seule, donc ça me donne beaucoup de galons d'un coup, c'est bien. Et puis surtout, ça me fait dire qu'effectivement, on est bien perçu, y compris par les bénévoles, comme les chercheurs du coin. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, il y aurait d'autres exemples à donner, je ne vais pas monopoliser la parole, mais des initiatives, des idées qui viennent des villageois. On a une expérience récemment, une villageoise qui voulait, donc une personne qui est accueillie, qui vit dans le village et qui voulait parler à la directrice de la recherche, vous voyez très bien de qui je parle, parce qu'elle avait des choses à lui dire. Bon, voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les villageois aussi nous perçoivent comme un élément de l'écosystème. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter avec cette petite anecdote. Merci. Un grand merci, Madame Café. Un grand merci. Donc là aussi, j'ai noté les petites questions, mais les questions seront surtout à la salle. Et donc, on va laisser la parole à Gaëlle Marie Bailleul, qui va... on est resté sur notre fin, et donc on a la fin de l'histoire, là. Bon, je fais la suite, alors. Donc aujourd'hui, je me fais le porte-parole des équipes de l'ensemble du village landais Alzheimer Henri Emmanuelli. Il y a quelques-uns qui ont déjà vu une petite présentation ce matin. Ça va peut-être être une redite pour certains. Donc, c'est un magnifique lieu de vie, de soins, d'accompagnement et, vous l'avez compris, de recherche, dans lequel je travaille depuis 5 ans. L'ensemble des acteurs de ce village, c'est 120 villageois, une centaine de professionnels, leurs proches aidants et une team bénévole d'à peu près 80 membres. Il est situé à Dax, dans les Landes. Il fait partie de la vingtaine de villages Alzheimer, dits villages de la démence, au monde. Il y en a une dizaine à peu près en Europe, et c'est le deuxième qui s'est construit après le village de Gevec aux Pays-Bas. Donc, il est sur un grand terrain sécurisé, arboré, et il est constitué d'une place centrale qu'on appelle la Bastide, dans laquelle il y a la fameuse brasserie, et 4 quartiers constitués chacun de 4 maisonnées qui accueillent 7 ou 8 villageois. Donc on a 105 personnes qui vivent avec une maladie d'Alzheimer ou apparentée qui résident en hébergement permanent, 7 en hébergement temporaire et 8 en accueil de jour. Il n'y a pas de critères d'admission d'âge. On a actuellement des villageois entre 42 et 105 ans. À peu près 3/4 de femmes et la moyenne d'âge, c'est 77 ans. Nous soignons et accompagnons les villageois jusqu'au bout de leur vie, dans leur maisonnée. Nos valeurs peuvent être résumées ainsi: engagement, sollicitude, recherche de la liberté d'aller et venir et des soins centrés sur la personne. L'architecture, elle est plus proche de celle d'un domicile landais et l'accompagnement est basé sur les activités occupationnelles du quotidien. On le résume ainsi: une vie comme à la maison, dans un univers chaleureux et familier. Il est ouvert sur la ville de Dax, c'est-à-dire que tous les tiers-lieux qui le composent peuvent accueillir le public extérieur, qui viennent en même temps que les villageois à la médiathèque, à l'auditorium ou à la brasserie. Il y a un centre médical qui est tenu par la mutualité landaise avec un ophtalmo, un dentiste et un audioprothésiste où les gens de la ville de Dax viennent, mais aussi les villageois peuvent bénéficier des soins. Donc on met aussi à disposition des studios pour accueillir les familles, les chercheurs, les journalistes qui souhaitent passer quelques jours avec nous au sein du village. Et Hélène vous l'a dit tout à l'heure, à côté des bureaux de l'encadrement, il y a un open space où c'est marqué direction Centre Recherche Ressources, qui est dédié aux équipes de recherche. Ça montre combien ce lieu innovant, depuis l'idée originale d'Henri Emmanuelli en 2015-2016, et après jusqu'à sa création, a donné une place quand même centrale à la recherche.
à la différence du village de Haut-Jevec, qui à cette époque-là n'avait pas d'équipe de recherche qui était adossée à son innovation. Donc les acteurs politiques locaux, le conseil départemental et l'ARS, ont ainsi pu approuver et soutenir cette démarche d'innovation médico-sociale, accompagnée dès son ouverture, vous l'avez dit, par des recherches universitaires. Dès son ouverture, un tout petit peu après, puisqu'on a ouvert juste après le premier confinement. Et donc les équipes de recherche ont pu venir 3-4 mois après. Mais qui dit projet unique en France dit aussi communication grand public et parfois ce que j'appelle plutôt de la com et non pas de la communication. Et donc à l'ouverture du village landais en juin 2020, il a fallu déconstruire certaines idées reçues. Par exemple, certaines personnes pensaient qui dit recherche dit expérience ou expérimentation. Ou rat de laboratoire. Et les représentations négatives, malheureusement, sont pas loin, et les craintes aussi. Donc il a fallu bien expliquer ce qu'était la recherche. La recherche, qui dit recherche, dit pas obligatoirement recherche fondamentale. Voilà. Prélèvement biologique, imagerie tous les ans, etc. Donc il a fallu aussi expliquer ça. Qui dit recherche ne dit pas tout tester, tout ce qui est nouveau ou en vogue dans les médias sans caution scientifique. Et là aussi, j'ai eu plusieurs représentants qui sont venus me vendre, en fait, vous êtes un centre ressources, pourquoi est-ce que vous utiliseriez pas le CBD, la fameuse méthode Bredesen aussi, qui vante les bienfaits d'un protocole minutieux dont vous avez peut-être entendu parler et qui permettrait d'inverser le cours de la maladie d'Alzheimer. Et donc, il y a déjà 3 représentants qui sont venus au village en me demandant de pouvoir parler au comité scientifique, qu'il fallait peut-être essayer de mettre ça à profit. Donc, ça attire aussi du public. Il y a donc besoin de former, d'informer le grand public à la définition du terme recherche et à la nécessaire caution universitaire, clinique et pluridisciplinaire. Et c'est pourquoi vous êtes venus aujourd'hui, si nombreux, et qu'on est là ensemble. En ce qui concerne les professionnels, beaucoup de professionnels sont venus au village par attrait pour l'innovation, dans un premier temps, c'est-à-dire la possibilité de faire autrement. Rares étaient ceux qui avaient déjà côtoyé des équipes de recherche. Donc là, on va plutôt évoquer l'étude principale de l'INSERM qui est dirigée par Hélène ici présente. Il a fallu créer un climat de confiance et de réciprocité, comprendre les enjeux et les contraintes de chacun. Pour cela, on a engagé un dialogue constructif, respectueux, entre les professionnels de terrain et les psychologues de l'INSERM. On a d'abord construit un socle commun de critères d'observation du quotidien et des termes professionnels, parce qu'il fallait qu'on partage le sens de ces mêmes termes. Entre autres, par exemple, le NPI, dont on a parlé déjà ce matin, que beaucoup n'avaient jamais utilisé jusque-là. Des outils d'évaluation spécifiques à l'évaluation psychocomportementale. On a dû construire ensemble des plannings, des réunions pluridisciplinaires, parce que évaluer 120 villageois tous les 6 mois pendant 2 ans, ça fait beaucoup de réunions. Et les réunions, il faut se les caser. Voilà. Donc, on a construit ensemble tous ces plannings. Ce n'est pas une mince affaire, mais on a réussi et on continue encore pour un petit nombre de villageois. Donc, on a pu convenir aussi de partager les données qui me paraissaient essentielles sur l'instant pour la pratique clinique. Certains résultats de MMS ou de NPI qu'on avait fait ensemble, ou le GDS, par exemple. Certains aides-soignants ont pu m'exprimer que le fait de participer à cette démarche de recherche les incitait à remettre en question leur pratique, à chercher eux-mêmes plus facilement, plus fréquemment, à adopter une posture de réflexion. Donc, à partir de leurs propres observations au quotidien, ils font maintenant plus facilement des hypothèses sur les raisons d'un comportement déconcertant. Ils proposent eux-mêmes des pistes d'amélioration par des approches non médicamenteuses. Ou en adaptant l'environnement, ou en proposant d'autres activités engageantes et signifiantes pour le villageois. Donc, dans le protocole de recherche de l'INSERM, les 4 groupes d'acteurs étaient évalués tous les 6 mois, c'est-à-dire tous les 6 mois les villageois, les professionnels, les bénévoles et
les familles. Et en ce qui concerne les familles et les villageois, la nécessité d'instaurer et de maintenir un lien de confiance et de neutralité était essentielle. Et la présence sur site, comme l'a dit Hélène, et le fait que ce soit toujours le même évaluateur à chaque visite étaient vraiment des éléments importants et engageants pour tous. Nombreuses sont les familles dont le proche est atteint d'une maladie d'Alzheimer précoce et qui habitent loin, qui tiennent à témoigner, à vouloir faire avancer la science, les pratiques et le regard. Un de leurs objectifs, en participant à cette recherche, est de continuer à porter de l'espoir, à croire en des changements possibles et à faire partie d'un mouvement plus grand que soi. C'est pourquoi nous avons à cœur au village de diffuser non seulement nos valeurs et la philosophie de soins, mais aussi un esprit de recherche en accueillant toutes les équipes de structures médico-sociales ou des équipes de recherche du territoire français qui le souhaitent. Aux côtés des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et de leurs proches, ce qui se vit ensemble actuellement au village me semble illustrer parfaitement la possibilité d'un travail main dans la main, désintéressé de leurs proches et des cliniciens et des chercheurs sur le plan local, territorial, mais aussi international. Merci pour votre écoute. Un grand merci pour toutes vos interventions. Il nous reste une demi-heure de débat. Donc, je ne sais pas d'abord, dans un premier temps, si les intervenants ont une question à poser à leurs collègues. Sinon, moi, je voulais juste faire des petits liens. Le fait que... il y a deux choses que je voulais souligner. La première, c'est le fait que finalement les chercheurs, je peux m'exprimer comme ça, se fondent un peu avec les soignants, parfois avec les aidants. Ça gomme ce qui avait pu être échangé autour de la problématique de l'investigateur qui est trop loin finalement des patients vers lesquels va la recherche, et que le praticien, lui, est peut-être trop proche. Et je trouve qu'il y a quelque chose, pas qui se gomme, mais qui se résout peut-être à travers cette proposition de recherche participative. Ben voilà, c'était quelque chose que je voulais souligner. Et peut-être aussi qui évite, alors le terme est peut-être fort, mais qui évite un peu, on va dire, ce qui avait été proposé ce matin autour de la question de la méprise thérapeutique, où finalement il y a l'objectif, et je suis peut-être un peu utopique, l'objectif est moins de pousser absolument que de finalement chercher ensemble. Voilà, c'est deux petits points que je voulais proposer de réflexion. Investigateur, voilà. Mais bon, ça, si quelqu'un veut rebondir ou pas. Sinon, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Après le déjeuner, parfois c'est un petit peu difficile. Certains s'assoupissent un peu. Bon, je pense que c'est quand même, malgré tout, des interventions qui ont été inspirantes. Enfin, moi, ça m'a inspiré. Mais... Oui, une question. Oui, bonjour, Vincent Mouisseau, Association des aidants et malades à cœur de vie. Je suis très curieux d'en savoir plus sur les thèmes de recherche que vous menez au village Alzheimer de Dax. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur les thèmes que vous traitez et savoir, quand vous parlez des maladies apparentées, est-ce que vous avez des projets de recherche qui étudient plus spécifiquement chacune de ces maladies? Alors, je vais peut-être commencer et puis Gaëlle complétera. Il y a 2 recherches observationnelles qui ont été déployées dès l'ouverture du village, mais ces recherches, une est terminée, l'autre est encore en cours. Je parlais surtout de celle que je mène, qui a pour objectif d'évaluer, d'apporter vraiment un maximum d'indicateurs pour évaluer le dispositif
en comparaison à des établissements d'hébergement classiques de type EHPAD dans le même département. Des indicateurs recueillis auprès des villageois concernant des marqueurs cognitifs, comportementaux, qualité de vie, participation sociale, dénutrition, etc. Et puis des marqueurs de qualité de vie chez les aidants aussi, le sentiment de fardeau, etc. Enfin, je ne vais vraiment pas tout détailler. Chez les professionnels aussi, on se pose la question de savoir si l'anxiété au travail et le risque de burn-out est le même au village par rapport à des EHPAD plus classiques, on va dire. Il y a une étude médico-économique également qui est en train d'être déployée par des économistes, mais qui appartiennent au même centre que le mien, pour se poser la question de la réplicabilité au plan financier, combien ça coûte, mais combien de dépenses éviter, et au final le ratio de tout ça, pour savoir si c'est au plan économique viable, un peu beaucoup à la folie. Voilà, ça c'est en tout cas apporter des éléments objectifs. Voilà. Et puis on a aussi mené une recherche sur les perceptions de la maladie d'Alzheimer qu'on a menée avant et après ouverture du village. Celle-ci, elle est terminée, elle est publiée, et on montre que l'image de la maladie d'Alzheimer véhiculée par le dispositif est moins négative dans le département des Landes comparé à un autre département où on a fait strictement la même enquête. Et voilà, avec une évolution positive, modeste bien sûr, mais positive de l'image de la maladie, probablement parce que le village ne véhicule pas la même image qu'un EHPAD, on va dire, traditionnel. Ça, ce sont les recherches en cours. Gaëlle va peut-être compléter avec la deuxième étude observationnelle. Il y en aura d'autres, bien sûr, hein. Celles-ci, elles étaient importantes, et en particulier l'évaluation, elle était importante de la mener dès l'ouverture et de la prioriser par rapport aux autres, parce qu'on ne peut pas évaluer un dispositif et en même temps accueillir 15 études d'intervention en même temps. Donc, c'est le conseil scientifique, évidemment, et puis toutes les équipes de direction du village qui avaient entériné cette décision de prioriser cette étude. Mais ensuite, bien sûr, la porte sera ouverte à d'autres études. Et le conseil scientifique est supposé apporter un avis sur la pertinence des études qui vont se présenter, j'espère nombreuses, aux portes du village. Oui, donc comme Hélène vous a dit, l'inclusion des patients, elle s'est terminée le 31 décembre en fait, 2024. Donc à partir du 1er janvier 2025, on pouvait ouvrir à d'autres études qui ne sont pas observationnelles. Et l'autre étude menée par l'Université de Bordeaux, elle était centrée sur les professionnels, sur l'interprofessionnalité, le rapport à l'espace et le care. Voilà. En ce qui concerne les maladies apparentées, voilà. Donc c'est à peu près 85% de villageois qui ont une maladie d'Alzheimer, 10% mixte et quelques tout petits pourcents de personnes, 3 personnes pour les autres maladies comme la maladie à corps de Lévy. Voilà. C'est juste dans le recrutement, hein, c'était pas une volonté, voilà, d'un recrutement local. Alors, on a un peu plus de 60% de personnes landaises et rapprochements familiaux. Et puis après, beaucoup Nouvelle-Aquitaine. Et un petit peu Toulouse, parce que finalement, on n'est pas loin, mais ils ne sont pas dans la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, on ouvre à toutes les équipes de recherche qui voudraient proposer quelque chose. Oui, merci. Je voulais juste une question par rapport au modèle du village. Est-ce que, parce que vous nous avez dit qu'il y avait une dizaine de villages qui existaient donc en Europe, c'est ça ? Est-ce que le modèle de Dax est le même que d'autres modèles européens ? Parce que là, vous disiez qu'on vous appelez ça un village, alors que j'ai compris que c'est dans la ville de Dax. C'est dans comment dire, c'est dans le... C'est pas dans le centre. Pas dans le centre. Voilà, Okay. ouais, au sud. Ok. Donc, juste par rapport au fait, donc, si jamais ce modèle exactement, donc, c'est une réplique d'un modèle européen. Et la deuxième chose, j'imagine que les professionnels qui sont venus travailler chez vous savaient qu'il y avait cette dimension recherche. Est-ce que ça a été un incitatif pour les recruter ? Enfin, est-ce que finalement ils sont arrivés là parce qu'il y avait aussi cette dimension innovation, recherche et autres ? Alors, je pense plutôt la dimension innovation.
voilà, peut-être pas tant recherche, mais innovation, oui. Et après, le modèle du village, il est pas, c'est un modèle nouveau. C'est construit comme un village landais. Donc le village aux Pays-Bas, il n'a pas du tout de bastide. C'est comme une ville à Amsterdam. Donc chacun, en fait, peut-être fait imagine sa propre architecture. Voilà. Et bon, la volonté, c'est qu'un jour, on fasse un consortium de tous les villages et peut-être qu'on en dégage des axes de ce qui nous réunit. De qu'est-ce qu'un village, Dementia Village. Ouais. Peut-être pour compléter, même s'il n'y a pas grand-chose à dire en plus, mais c'est vrai que ce qui frappe quand on s'intéresse aux autres villages, en Europe surtout, puisqu'ils sont surtout concentrés en Europe, même s'il y en a quelques-uns en Australie, bon, au Canada, mais bon, ça dépend de la définition, en fait, justement. Qu'est-ce qu'on définit comme village Alzheimer? Maintenant, c'est un mot une appellation un peu porteuse, et il y a des structures qui s'approprient ce label. Qu'est-ce que c'est qu'un village Alzheimer? En fait, c'est une question en soi. Et ce qui frappe, quand on a connaissance des autres dispositifs, c'est qu'à la fois, il y a des constantes qu'on retrouve, vraiment, dans les autres villages, mais en même temps, il y a vraiment des spécificités, des différences qui distinguent considérablement les établissements les uns des autres. Donc, il y a une vraie recherche à mener sur la comparaison de ces villages Alzheimer ou Dementia Village. Qu'est-ce qui vraiment fait l'essence même d'un village Alzheimer? Qu'est-ce qui est indispensable pour qu'il soit vraiment un village Alzheimer? Et qu'est-ce qui peut être les moins, mais sur lequel on peut s'autoriser une marge de liberté? C'est une vraie recherche à mener. Et effectivement, on est en train de construire ce consortium. Petit à petit, on a contacté à la fois les villages et des équipes de recherche qui pourraient s'adosser à ces villages. Justement, c'est encore un autre exemple de démarche commune, à la fois chercheurs et professionnels du médico-social, mais à l'international, de manière à pouvoir se baser sur quelque chose qui serait plus objectif en imaginant des indicateurs peut-être très simples, mais qui pourraient être communs à tous les villages et qu'on pourrait ainsi comparer. Donc c'est un travail de longue haleine, mais on espère qu'on y arrivera. Véronique, une question si tu permets. Oui. Fabrice, à ta droite. À droite. Oui, merci à tous les 5. Vous avez beaucoup insisté sur la sensibilisation, l'importance de sensibiliser les professionnels du soin et de l'accompagnement à ce que c'est que la recherche. Comme on est dans une manifestation éthique, est-ce qu'il ne faudrait pas symétriquement insister fortement sur la nécessité de sensibiliser les chercheurs aux réalités du soin et de l'accompagnement au quotidien, à toutes les contraintes qu'il y a dans un EHPAD, à domicile, pour les interventions, au temps que ça nécessite, à tester des interventions qui vont pouvoir être mises en place réellement dans la pratique et pas qui vont être bloquées au stade expérimental parce qu'on les a testés avec des moyens qu'on n'a pas sur le terrain. Donc, est-ce que vous avez très bien montré, je trouve, dans un sens, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, pour qu'on ne ressorte pas de cette session avec une vision hémiplégique, mais voilà, rajouter l'autre pied qui est, on a tout autant un déficit de sensibilisation des chercheurs à ce que c'est que la vie de terrain des acteurs du soin partout, et y compris un déficit, me semble-t-il, mais c'est du financement de recherche dans une autre vie professionnelle qui me fait dire ça, mais pas un déficit d'intérêt et d'attention de certains chercheurs académiques à l'innovation de terrain des professionnels sur le terrain et à leurs initiatives, à ce qu'ils tentent. Et donc parfois on vient tester des choses qui ont germé dans la tête des chercheurs à la lecture de la littérature, au mieux, parfois juste pour certaines technologies, au contact de leur grand-mère ou de leur grand-père, et qui est peu connecté. Donc est-ce que vous ne pensez pas nécessaire de rajouter ce deuxième point ? Et deuxième question peut-être sur mener une recherche, c'est bien, surtout quand elle est menée aussi sérieusement que Aetna par exemple, avec des moyens qui permettent de montrer quelque chose. Comment on fait pour que derrière les financeurs, les régulateurs tirent les conséquences de cette recherche, et si effectivement ce sont des approches individuelles qui apportent des bénéfices
objectivés par la recherche, beaucoup plus que des stimulations cognitives en groupe, par exemple. Pourquoi continue-t-on de financer autant de thérapie de groupe et peu de thérapie individuelle? C'est-à-dire comment on fait pour franchir l'étape d'après, que la recherche menée arrive, enfin ils l'ont eu à l'oreille bien sûr, mais que ça change les façons, concrètement sur le terrain, les façons d'accompagner avec des moyens. Peut-être pour répondre à la première question, parce que c'est vrai que la plupart des études, c'est des études d'impact. Donc on va faire des groupes randomisés, on va voir ce qui marche pas. Et en fait, normalement, dans tous les, pas normalement, mais dans tous les dans les programmes de recherche, surtout sur les populations qui nous intéressent, il faudrait vraiment qu'il y ait des programmes de recherche sur l'implémentation de la mise en place d'un dispositif, avec une approche quali, une approche quanti, et de voir finalement quel type de population on a pu suivre, le niveau de participation des patients au cours du temps, et de rechercher le pourquoi. Il y a des moments où il y a des choses qui s'arrêtent, des choses il y a des adhérences qui sont plus là. Est-ce que finalement la population qu'on voulait avoir, c'est exactement celle qui est rentrée dans le protocole? Parce qu'on voit bien que souvent dans les projets de recherche, c'est souvent ceux qui sont plutôt en meilleur état de santé que les autres. On a du mal à cibler ceux qui ont vraiment besoin des programmes. Ce matin, on a parlé des programmes de prévention. Et en fait, on voit bien dans le vieillissement, les programmes de prévention, c'est ceux qui finalement on aurait le moins besoin versus ceux qui, c'est toujours pareil, avec l'avance en âge, les inégalités sociales, on voit bien que les inégalités sociales se creusent avec le temps, et finalement on n'arrive pas à avoir dans les protocoles de recherche des gens qui nécessiteraient vraiment des actions de prévention, en l'occurrence, parce que c'était par rapport à des actions de prévention. Mais tout ça pour dire qu'en plus d'avoir des impacts, des indicateurs d'impact santé, il faudrait vraiment avoir sur comment le déroulé de l'étude se fait. Voilà, et ça, on n'a pas forcément ça dans les études de suivi. Alors moi, je veux bien compléter. Parce que c'est une question à la fois vaste et essentielle. Je suis convaincue de l'utilité d'une meilleure acculturation dans les deux sens. Ça, je suis plus que convaincue. Et j'avoue que les années passent et je suis de plus en plus agacée par cette pseudo-recherche participative. C'est pour ça que j'utilise ce terme avec beaucoup de pincettes, parce que dans les faits, qu'est-ce que c'est que la recherche participative? C'est le chercheur qui a son idée en tête, qui arrive, qui organise quelques focus group, et in fine, qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, l'idée qu'il avait au début. Alors, je caricature, ne criez pas au scandale, mais quand même, c'est un peu ça. Et ça, c'est une recherche qui est vouée à l'échec. Et il y a beaucoup de recherches comme ça, notamment dans les nouvelles technologies. Pourquoi les nouvelles technologies? C'est un gouffre financier au point de vue recherche et avec très très peu d'impact quand même. Eh bien parce qu'on a trop souvent adopté ce schéma-là. J'ai une idée en tête, moi chercheur, je vais rencontrer des usagers, on va discuter et puis in fine on va co-construire et on va considérer que tout le monde est partant. Dans les faits, c'est pas vrai et ça marche pas. Donc vraiment, je suis convaincue de l'importance d'aller voir ce qui se fait sur le terrain, ce qui se fait d'intéressant. Il y a plein d'initiatives vraiment intéressantes. Et je crois que le rôle du chercheur, c'est aller mettre un peu de science là-dedans pour faire en sorte que ça marche mieux. Voilà ce que je pense. C'est dur, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir vraiment un impact. Et pas en faisant semblant de faire cette recherche participative. Je crois qu'il faut aller sur le terrain. Il y a plein de solutions innovantes, plein. Certaines qui vont mourir de leur belle mort très rapidement. Et puis d'autres, peut-être, qui mourront parce que justement, on ne les a pas accompagnés. Et à ta deuxième question, est-ce que malgré un accompagnement et l'objectivation de résultats, comment on fait pour que ces résultats soient entendus dans les hautes instances? Ils sont souvent entendus, mais pas forcément suivis de faits. Bon, alors là, moi, je crois qu'on a tous la réponse. Moi, en tout cas, j'ai pas une meilleure réponse que la vôtre. C'est que, bien sûr, il y a d'autres priorités. Parfois, et c'est un peu décevant, dans le cas d'Edna, s'il y avait ici Benoît Lavalard, que tu connais bien, et qui avait été à l'époque notre interlocuteur à la DGS, il dirait « Ah, mais si, ça a été suivi de faits, l'étude Edna. » C'est ce qui a permis de proposer les ESA et de faire financer les 15 séances d'équipes spécialisées Alzheimer. Moi, c'est une réponse qui me convainc à moitié.
Bon, tant mieux si ça a été un argument pour faire financer ces équipes, tant mieux, je suis contente, mais qu'est-ce qu'on y fait dans ces ESA? Bon, je pense que là, ça mériterait que la réflexion et que les actes soient un petit peu plus soutenus pour que vraiment on considère qu'il y ait eu une bonne transférabilité des résultats. Et voilà. Mais je ne sais pas, est-ce que... Je voulais juste te dire un tout petit mot. Ça me fait penser, en tout cas, ce que présentait Alex de ce qu'on appelle la recherche-action, et où le promoteur ne serait pas forcément le premier à pousser, à souhaiter l'investigation et la recherche, mais qu'il y ait quelque chose qui ressorte de ce qui se fait habituellement. Donc là, vous cherchez vraiment à évaluer une échelle qualité pour mieux accompagner les patients. Les soignants se sont impliqués dedans. Et donc là, il y a quelque chose où finalement l'acculturation des soignants et l'acculturation du chercheur finalement se rejoignent, et il n'y a pas cette pression, et avec ce risque, je reprends le terme de méprise thérapeutique, il me semble. Voilà, je voulais juste dire ça. Mais oui, juste pour rajouter un mot. Pour être un peu pratico-pratique, je crois que j'aime bien votre expression. Il ne faut pas être hémiplégique et pas voir que la descente, mais la montée entre guillemets. Si je résume un peu ce que vous avez dit, il y a un gros problème auquel nous, professionnels de terrain, on va être rapidement confrontés. C'est la lourdeur des choses quand on veut mettre en place une activité de recherche. La rigueur, c'est fondamental. Il n'y a pas de recherche sans rigueur. Je crois qu'on est par contre en train parfois de glisser un peu de la rigueur à la lourdeur administrative. Et en tout cas, ça remonte vraiment du terrain. C'est un grand frein pour la recherche qui monte du terrain. La deuxième chose, quant à qu'est-ce qui va faire qu'au niveau politique, les choses vont être entendues. Alors, je ne sais pas, peut-être ce matin, ça a été évoqué, mais il y a la nouvelle stratégie maladie neurodégénérative 2025-2030. Je crois que j'ai vu quelques visages. On est certains à avoir participé aux auditions, à avoir dit des choses, à avoir dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, sans aucun regret, parce que si on ne le fait pas, personne ne va le faire à notre place, pour in fine... je ne sais pas si on a le droit d'être politiquement incorrect, mais peut-être dans une stratégie qui est la moins ambitieuse, à mon avis, de celle qu'on a vue jusque-là, et qui, à ce jour, n'a aucun financement. Alors, je le comprends, on n'arrive déjà pas à faire un budget global, donc j'imagine que le budget de la stratégie ne va pas être la priorité, mais quelque part, voilà, c'est aussi un peu frustrant, même si ça fait partie du jeu, c'est pas le mot, d'avoir essayé de porter des choses comme vous le disiez, et que in fine, il y a des choix qui sont faits, des arbitrages qui sont faits, et dont parfois on peut se demander pourquoi ils ont été faits dans ce sens-là, mais ça c'est la démocratie, et on a élu des gens pour prendre des décisions, et c'est très bien que ce soit démocratique. Oui, pardon, ici, oui, pardon. Merci beaucoup pour ces échanges, ces présentations très intéressantes. Juste sur un autre versant, la session s'appelle « Favoriser un esprit de recherche ». Je pense que si on est plusieurs soignants-chercheurs ici à en parler, on sait que si on s'investit dans la recherche, c'est qu'on y retrouve aussi quelque chose de valorisant pour nous, d'intéressant, de stimulant. Et je me demandais quelle était votre position aux uns aux autres quand vous rapportez que les infirmières étaient par exemple contentes de participer à la construction de l'échelle de qualité de vie, quand on dit que c'est justement intéressant, qu'on arrive à développer un esprit critique, etc. Dans un milieu hospitalier, dans un milieu des EHPAD, dans un milieu du soin où on voit beaucoup de soignants arrêter les activités de soins parce que justement on perd le sens du soin. Est-ce que favoriser un esprit de recherche dans tous les lieux de soins et d'accompagnement, c'est pas aussi permettre de relancer aussi la motivation des professionnels de santé dans le soin en faisant de la recherche, en voyant ce qu'ils faisaient, ce qui était dur de faire dans leurs soins, ça vient d'une connaissance qui participe à cette construction et de participer aussi à une valorisation de ces professionnels du soin qui sont essentiels, mais dont on voit bien qu'ils sont aussi en crise avec énormément, je rappelle, d'abandon. C'est 30% d'abandon, par exemple, des filières infirmières. C'est une infirmière sur 3 diplômée qui arrête son métier d'infirmière au bout de 7 à 8 ans, ce qui est quand même un vrai problème de santé publique. Donc est-ce que favoriser la recherche, ça ne permettrait pas de réalimenter le soin ? Je vous remercie pour votre question et elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle fait écho
un échange qu'on a eu pas plus tard que la semaine dernière au sein de l'unité de médecine gériatrique aiguë où je travaille, et où c'est une unité, donc je vais passer rapidement, mais qui a une histoire, comme vous le dites, de crise un petit peu de vocation, avec voilà, des rythmes difficiles à tenir, des patients qui sont toujours plus malades, toujours plus comorbides, et donc une crise de vocation. On a eu beaucoup de fermetures de lits pendant 2 ans, avec un manque de soignants, alors qu'on est dans un centre CHU théoriquement avec des moyens, une attractivité, parce que c'est un centre qui fait de la recherche, de l'enseignement. Et pour autant, on a eu cette crise dont on commence à sortir. Et donc la semaine dernière, je parlais avec une des infirmières qui nous a rejoint récemment, qui elle aussi se pose des questions sur son avenir professionnel au sein de notre unité, parce qu'il y a des choses pour lesquelles elle s'y retrouve, mais d'autres pour lesquelles c'est plus difficile. Et quand elle a appris que parmi mes différentes casquettes, j'avais aussi la casquette de chercheur, là, ses yeux sont un peu illuminés. Et en fait, quand je lui ai dit que parmi les projets que j'essayais de développer à moyen long terme sur l'unité, il y avait aussi des projets de recherche pratique. Là, j'ai senti que je recueillais beaucoup plus d'adhésion, beaucoup de motivation de sa part. Et je pense que, comme vous dites, la recherche, alors dans un centre universitaire, ça paraît un peu évident, mais au-delà du CHU, je pense que dans des centres de périphérie et dans des lieux de vie, des hébergements, je pense aussi que c'est un moteur qui peut tout à fait voilà, redonner du sens. Ce que je disais tout à l'heure, permettre de faire le pas de côté, de sortir un peu la tête de ce saut de complexité où parfois on est en tant que soignant parce qu'on est confronté à la vulnérabilité, à la difficulté, au trivial, et de faire ce pas de côté, d'avoir cet engagement dans la recherche. Je pense que c'est un moteur aussi qui peut faire perdurer un engagement clinique, et donc c'est un des leviers que nous on va essayer d'actionner aussi pour continuer à rendre nos unités attractives au CHU. Je voulais intervenir. Alors moi, je m'appelle Marguerite Bollet, je suis médecin retraité, j'étais psychiatre de secteur, avec une pratique particulière parce que j'avais la chance de tomber sur des formateurs, bien sûr médecins, et très inventifs, et aussi très confiants dans leurs élèves. Et donc, ils nous ont laissé nous lancer, bien sûr, en nous reprenant après dans des réunions de travail, qu'on appelait réunions de contrôle, hein, mais ils nous ont permis de travailler dans des formations, des structures originales. Et donc, moi, par exemple, j'ai toujours été moitié psychiatre et moitié psychiatre dans des structures, alors, psychiatre de secteur, ça veut dire hôpital psychiatrique pur, grand malade, ça veut dire hôpital de jour, ça peut dire aussi famille d'accueil, ça veut dire aussi consultation externe et travail à domicile. Alors, on avait inventé pour les personnes démentes l'idée qu'on acceptait d'aller à domicile, mais pour ne pas être intrusif, il fallait que la personne malade soit informée par son aidant, que l'aidant ou la personne qui avait fait l'appel, qui s'était chargée d'expliquer, soit présent, et qu'à ce moment-là, nous, on soit donc autorisés à aller au domicile pour les aider, pour soigner et aider, accompagner. Donc, cette chance de confiance déjà du chef, de notre chef, envers nous a été une grande aide. Et donc, parce que nous, du coup, on a inventé des choses au fur et à mesure du temps. Et donc, je voulais dire aussi que je salue votre travail aujourd'hui, maintenant, depuis hier, c'est très intéressant. Mais je pense toujours aussi aux pionniers de la gériatrie. Moi, j'ai été formée en tant que médecin par le docteur Berthaud. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce nom-là, mais c'était un médecin... en 73, il n'y avait pas encore le CES de gériatrie en France. Je pense qu'il a été pensé en 80, dans ces années-là. Et nous, on était dans des bâtiments préfabriqués pour dire qu'on était
c'était pas reconnu comme un service. C'était des bâtiments préfabriqués à l'hôpital d'Ivry-sur-Seine, qui est quand même une chapelle de la gériatrie en France. Et j'ai bien le souvenir de sa passion pour faire reconnaître le soin spécifique pour les personnes âgées, l'accompagnement spécifique et tout ce qu'il fallait inventer. Et par la suite, il y a eu donc d'autres... il faut une note d'invention quand même dans le travail de soins. Et en particulier, donc, dans cette possibilité qu'on a eue, nous, de pouvoir travailler dans plusieurs structures. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, c'est très important, la recherche à tous les niveaux. Mais moi, j'ai toujours appris qu'il fallait que le chef, la tête, l'organisateur du service soit bienveillant envers ses subordonnés. Si on veut que par ricochet, les subordonnés, c'est-à-dire les assistants à l'autre époque, les infirmiers, les femmes de ménage, les femmes de service, par ricochet, aient cette bienveillance envers les patients. Si la tête de service n'est pas suffisamment attentionnée, informative, organisatrice et explicative de sa façon de penser et d'induire l'organisation du service, si ça ne vient pas d'en haut, on aura des problèmes en bas. Hein? Et la désaffection du personnel, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup une espèce de dureté de la direction. Alors, c'est vrai qu'il y a une dureté de la direction administrative, mais peut-être qu'il y a une dureté de la direction médicale envers les subordonnés. Et je pense que ça déteint sur les malades. Alors, ça, c'est une chose que je veux dire. Hein, je le pense et puis je l'ai appris. Hein. De même, alors, pour en revenir à ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le village Alzheimer. Alors, le village Alzheimer, il faut dire que ça existe. Madame, oui, excusez-moi, je suis trop longue. Voilà, Voilà, je suis trop longue. Alors, je vais arrêter. Je vais juste dire une chose. Mais pas de monologue, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. C'est que pour le village Alzheimer, je pense qu'au préalable de la construction et du fonctionnement, il y a un dossier. Et que ce dossier doit être diffusé parce qu'il porte les rêves, les idées, une philosophie de soins. Voilà. Et à partir de là, si c'est bien discuté, on peut effectivement voir déjà, première évaluation, est-ce que les retombées sont belles, sont celles qu'on avait attendues. Voilà, Un grand merci, Madame, pour votre expression. Je pense qu'on arrive au terme de notre plénière. Tu voulais dire quelque chose ? Non. Un grand merci à tous les intervenants, à vous 5. Et puis, bonne pause. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour la plénière, la conférence qui suivra dans cette deuxième partie de l'après-midi.